13 heures en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le chef de l'État a échangé avec le nonce apostolique en Côte d'Ivoire. C'était hier mardi au palais de la présidence de la République au plateau. Paolo Borgia, qui est en fin de mission dans le pays, est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. On en parle dès le début de cette édition. Les pharmaciens s'engagent à être aux côtés de l'État pour réussir la mise en œuvre du projet de la couverture maladie universelle. C'était hier à la primature lors d'une audience avec le Premier ministre Patrick Achi. À l'issue d'une importante séance de travail, les pharmaciens assurent qu'ils mettront tout en œuvre pour y parvenir. Suite de l'enquête sur les 4 décès survenus vendredi au Centre national universitaire de Cotonou, le directeur général de l'établissement et 2 de ses collaborateurs ont été entendus hier par la brigade criminelle. Il n'y a pas eu de nouvelles gardes à vue. Le dossier pourrait quand même être présenté au parquet d'ici la fin de la semaine. Nous sommes mercredi 12 octobre et c'est jour de Conseil des ministres, réunion qui s'est tenue tout à l'heure au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Nos équipes qui étaient sur place rentrent à la station. Leur compte-rendu complet à suivre ce soir dans le 20h. Le président Alassane Ouattara, je vous le disais en titre, a échangé hier au palais de la présidence de la République avec le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, le représentant du Saint-Siège qui est en fin de mission en Côte d'Ivoire, est venu faire ses adieux et ses civilités au chef de l'État. Il a indiqué avoir profité de la rencontre pour évoquer avec le président de la République la visite officielle que celui-ci a effectuée au Vatican les 15, 16 et 17 septembre dernier. De mission en Côte d'Ivoire pour Paolo Borgia. Le nonce apostolique s'est rendu ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Pour Paolo Borgia, cette rencontre se présente comme une opportunité en vue d'évoquer avec le président de la République l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et le nonce apostolique d'indiquer que la récente visite officielle du chef de l'État ivoirien au Vatican en est un pas décisif. La visite de Son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe de bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. Je les remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives, et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. Paolo Borgia quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 années. Sa prochaine destination annoncée est le Liban. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin, Ambroise Asséman et Célestin Frodo. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a assuré hier 11 octobre son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du projet de CMU, la couverture maladie universelle. C'était au terme d'une audience accordée par le Premier ministre aux membres de la direction du Conseil. Harouna Diarra, le président du dit Conseil, souligne les efforts de l'État pour une amélioration du processus de la CMU et rassure les populations sur la qualité du service. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Une délégation du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à la primature ce mardi. Conduite par son président Harouna Diarra, l'association est venue rassurer le chef du gouvernement de son engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Nous avons une convergence de vues sur la plupart des points. Les pharmaciens, en tout cas dans toutes les entités comprises, les grossistes, les distributeurs, les industriels et les officines de pharmacie, sont toutes disposées à accompagner efficacement le processus de CMU.
la couverture maladie universelle, faire en sorte que nos populations aient accès à des médicaments. D'importants efforts ont été consentis par l'État pour améliorer le processus de mise en œuvre de la CMU et rassurer les populations sur la qualité du service, notamment par le développement d'une industrie pharmaceutique locale en vue de rendre les médicaments plus disponibles et à des coûts moins élevés. Le processus a commencé depuis 2019. Il y a eu quelques difficultés, mais des améliorations ont été apportées, des améliorations notables, si bien que les populations maintenant auront accès par ce mécanisme à des médicaments de qualité dans toutes les officines privées de Côte d'Ivoire et tous les dépôts pharmaceutiques qui sont rattachés à ces officines. À la clé de cette vision, un maillage territorial complet pour un accès plus efficace aux soins et aux médicaments. Et voilà qui nous emmène au chapitre Covid de ce journal, l'actualité coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 17 nouvelles contaminations au coronavirus, portant à ce jour à 87 455 le nombre de cas confirmés. 46 cas sont actuellement actifs et 826 décès sont à déplorer. À l'échelle du monde, le monstre a touché plus de 623 millions de personnes et en a tué 6,56 millions au total. En Côte d'Ivoire, sur 12 millions de personnes en âge de voter, quelques 7 millions sont actuellement inscrits sur les listes. La révision de ces listes électorales aura lieu du 19 novembre au 10 décembre prochain. La commission électorale indépendante l'a annoncé hier lors d'une rencontre avec les partis politiques. Et cette année, pour atteindre plus de monde pendant l'opération, la CEI promet d'installer plus de sites d'enrôlement partout sur le territoire. La révision de la liste électorale est à l'ordre du jour à la CEI. L'opération démarre en Côte d'Ivoire à partir du 19 novembre et s'achève le 10 décembre prochain. La commission électorale indépendante qui mise sur la transparence a échangé avec les groupements et partis politiques en vue d'harmoniser leurs connaissances sur la question. La qualité d'électeur résulte de la détention de la carte d'électeur. Or, pour avoir la carte d'électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Alors, donc, la liste électorale est un document administratif, comme on le dit, qui reçoit l'ensemble des électeurs, c'est-à-dire l'ensemble de tous les citoyens en âge de voter qui viennent s'inscrire sur ce document administratif qu'est la liste électorale. Et c'est cette inscription qui confère la qualité d'électeur. Mais si une chose est de s'inscrire, c'est que dans le temps, autant que vous changez, autant que vous connaissez des mutations dans votre situation personnelle, autant il faut mettre à jour la liste électorale. Enrichi de cette communication qui a pris en compte leurs différentes préoccupations et autres suggestions sur la révision de la liste électorale, les groupements et partis politiques se disent satisfaits. Nous avons été édifiés par le président de la CEI. Je crois qu'il nous a donné les outils qu'il fallait pour aller rencontrer les populations et les sensibiliser, afin que nos élections se passent dans des normes assez correctes. Nous nous sommes accordés sur l'essentiel. Nous repartons donc satisfaits et le reste, c'est d'aller donc informer notre hiérarchie, notre parti et ensemble, nous allons voir comment nous allons inonder le terrain. Il était bon pour nous, partis politiques, de connaître ce mode opératoire afin d'adapter notre organisation, notre sensibilisation pour que nos militants et nos sympathisants puissent participer massivement et activement à cette opération. Nous comptons nous mettre en marche pour pouvoir sensibiliser nos militants sur toute l'étendue du territoire afin que tout un chacun puisse aller se faire enrôler. Sensibiliser. Tel est l'objectif de la CEI qui attend de ses acteurs clés du processus une implication active pour une opération réussie. Quand les partis politiques sont paisibles, les élections le sont également. Quand les partis politiques sont tourmentés, ça se ressent immédiatement dans les élections. Voilà pourquoi nous veillons à ce que les partis politiques soient toujours dans un esprit paisible. Et nous ne pouvons le faire que
que lorsque nous les associons, pour nous, en tout cas, à toutes nos opérations. Les dernières données de la liste électorale de 2020 enregistrent 7 495 082 électeurs. Vous avez reconnu la voix de Sidonie Davila. Elle signait ce reportage avec la collaboration technique de Ulrich Adongon. Parlons maintenant solidarité. La solidarité gouvernementale. Dans le cadre de cette rentrée scolaire 2022-2023, Belmonde Dogo vient de remettre au nom de son département 11 millions de francs CFA de prise en charge aux familles des pupilles de la nation, de quoi leur assurer une rentrée des classes paisible. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. C'est entre sourires et larmes de joie que les mamans des pupilles de la nation réceptionnent des prises en charge scolaires, des bons de réduction de scolarité qui visent à soulager ces enfants vulnérables en cette période de rentrée scolaire. Une initiative gouvernementale supervisée par Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Montant global de l'opération, 11 millions de francs CFA. Les tutrices des pupilles de la nation ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour cette action de solidarité menée à leur égard. Je voudrais citer entre autres les dons de vivres et de non-vivres à la faveur des fêtes de fin d'année 2021. Une audience nous a été accordée par votre Excellence au cours de laquelle vous avez accepté d'être la marraine des pupilles de la nation et vous nous avez fait un important don financier. Des réformes sont envisagées pour une meilleure prise en charge des pupilles de la nation. La subvention d'entretien est versée à tous les pupilles de la nation jusqu'à l'âge de 18 ans. La subvention d'études accordée aux pupilles de la nation âgés de 3 à 18 ans et est renouvelée jusqu'à l'âge de 25 ans pour ceux qui justifient d'une poursuite d'études supérieures. Le titre de pupille de la nation est un titre de reconnaissance qui place les enfants mineurs de moins de 21 ans sous la protection et le soutien matériel et moral de l'État, en plus de celle des parents. Il concerne les enfants de soldats, policiers, gendarmes, de fonctionnaires et agents de l'État, décédés ou rendus invalides du fait de la guerre ou d'une mission commandée. Venons-en maintenant à cet atelier au cours duquel la Commission nationale technique interministérielle d'agrément des cabinets privés de formation professionnelle examine des dossiers de demande d'agrément. Une quarantaine de dossiers. L'examen minutieux de ces demandes a démarré lundi dernier ici à Abidjan en présence de Sephora Zegui. Reportage. La Commission technique interministérielle d'agrément des cabinets privés de formation professionnelle statue sur 44 dossiers de demande d'autorisation d'ouverture et d'agrément afin d'impacter positivement la qualité des formations des cabinets privés. Les membres de la dite commission issus de 3 ministères vont évaluer des contenus obtenus à partir de plusieurs missions effectuées sur le terrain. Il existe des cabinets privés qui font des formations qualifiantes. Et donc, ces cabinets-là, pour que l'État s'assure de l'effectivité et de la qualité de ce qu'ils font, les agrée. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que les cabinets font des demandes auprès de notre direction. Ces demandes contiennent à la fois leur désir de faire la formation et aussi le contenu des formations qu'ils veulent faire. L'État veut s'assurer de la qualité des formations qui seront dispensées dans ces établissements, d'où les critères de sélection assez rigoureux. Il y a d'abord le curriculum, c'est-à-dire le parcours qu'on propose de faire. Ensuite, il y a les équipements qui sont nécessaires pour faire la formation. On vérifie aussi quelles sont les compétences des gens qui sont appelés à former. Et puis, on va voir le cadre de la formation. En Côte d'Ivoire, seulement 200 centres et cabinets de formation professionnelle privés sont agréés par l'État. Le défi pour la direction de la formation tout au long de la vie, c'est d'emmener les autres à se conformer aux normes en vigueur dans le pays afin de fournir une formation de qualité aux apprenants. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est une collaboration bilatérale entre les deux pays plus grands
producteurs de cacao. Elle s'élargit désormais à 2 autres pays. Cette collaboration donc, le Cameroun et le Nigeria sont ces pays qui viennent s'ajouter au Ghana et à la Côte d'Ivoire, de quoi renforcer le poids des pays africains sur le marché international du cacao. Tous les 4 se sont réunis récemment à Abidjan et se sont penchés principalement sur la question du prix du kilogramme de cacao aux producteurs. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. C'est une réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana bien particulière que celle qui s'ouvre ce mercredi à Abidjan. Cet organe de coopération bilatérale dans le secteur du cacao entre les 2 pays se tient cette fois-ci avec la participation de délégations venues du Nigeria et du Cameroun. Respectivement, 4e et 5e producteurs de fèves brutes au monde, ces 2 pays vont adhérer à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, ce qui devrait renforcer le lobby africain sur le marché international. Lorsque nous avons cette extension avec deux nouveaux membres, le Nigeria et le Cameroun particulièrement, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, nous allons représenter environ 90% de la production mondiale. Donc ce qui est énorme. Et notre objectif, c'est de s'assurer qu'ensemble, nous pouvons avoir plus d'impact. Le Nigeria affiche une production de 350 000 tonnes et le Cameroun vise 300 000 tonnes en 2022-2023. Leurs producteurs connaissant les mêmes difficultés que ceux du Ghana et de la Côte d'Ivoire, c'est tout naturellement qu'ils intègrent les discussions, en vue notamment de leur permettre de bénéficier du paiement effectif du différentiel de revenus décent. C'est parti pour la 10e édition des Journées nationales de la qualité. Le top départ a été donné hier au plateau. 6 journées ont pour objectif de promouvoir la démarche qualité au sein des organisations et d'offrir aux entreprises une tribune d'échange dans le but d'améliorer la qualité de leur système de management, comme nous le rapportent Khalil Diomandé et Jean-Marc Djedji. Après 3 ans d'interruption due à la pandémie à coronavirus, les Journées nationales de la qualité reprennent leurs droits dans la capitale économique ivoirienne. Cette reprise marque la 10e édition de l'événement. Objectif majeur, introduire la démarche qualité au cœur du système de management des entreprises. Cette année, les réflexions sont axées autour du thème « Management de la qualité, sécurité, environnement » dans le contexte économique national et résilience des entreprises. Les questions relatives au management de la qualité, sécurité, environnement intéressent de plus en plus les entreprises, tant publiques que privées. Il sera question d'identifier les outils et les méthodes permettant aux organisations de faire face aux mutations, aux incertitudes de plus en plus courantes et aux effets parfois désastreux pour les entreprises et la vie de nos populations. Accordant une place de choix à la qualité, devenue un facteur essentiel dans la conquête des marchés internationaux, l'État de Côte d'Ivoire a adopté en 2013 une loi relative au respect de la démarche qualité et à la normalisation. Le représentant du ministre du Commerce se félicite donc de la mise en place des Journées nationales de la qualité qui épousent la vision du gouvernement. Je salue l'organisation de ces journées qui viennent appuyer les efforts du gouvernement en matière de promotion de la qualité et de la normalisation. J'ai saisi l'occasion pour inviter les entreprises à s'approprier ces journées et en intégrant le management de la qualité, sécurité, environnement au cœur de leur stratégie de développement. Les Journées nationales de la qualité, une lucarne d'exposition pour les entreprises. Des stands y sont aménagés pour mettre en lumière leur savoir-faire. Pour l'édition 2022, l'on enregistre une trentaine d'exposants. Une mission de prospection économique d'entreprises sénégalaises du secteur des TIC était en Côte d'Ivoire du 3 au 6 octobre dernier. L'objectif, c'était de nouer des partenariats avec les entreprises ivoiriennes spécialisées dans le secteur des TIC. On voit cela avec Didier Nguessan. Cette deuxième mission de prospection économique en Côte d'Ivoire concerne 10 entreprises sénégalaises. Ces entreprises sont spécialisées dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC. Au cours de cette mission, il a été question pour ces entrepreneurs sénégalais de s'imprégner des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Cette mission de prospection est la résultante du projet Neverland First Fund 55. Ce projet vise à soutenir le développement des entreprises des
des TIC en établissant des partenariats avec les marchés régionaux. Il y a de plus en plus de la concurrence, c'est pourquoi il est important que l'on puisse s'ouvrir, faire avancer davantage le commerce intra-régional à travers nos entreprises dans différents domaines et aussi être au devant de la scène pour ce qui est de la zone de libre, de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale dans les mois, dans les jours, dans les années à venir. Des initiatives comme celle que nous venons de voir aujourd'hui rentrent aussi dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale. La délégation sénégalaise a rencontré plusieurs organisations d'entreprises. On prend la direction du district de la vallée du Bandama où est initié depuis quelque temps le concept de jeudi du district, un cadre d'échange et de concertation pour assurer la coordination et le suivi des actions de l'État. C'est le ministre gouverneur du district qui en a donné le coup d'envoi cette semaine en présence des populations et de nos reporters Djeneba Ouattara et Corona Soro. Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, cérémonie de lancement des jeudis du district autonome, un cadre de concertation et d'échange entre les différentes structures déconcentrées des ministères présents sur le territoire du district autonome de la vallée du Bandama et les populations. Cérémonie présidée par Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du dit district. Au-delà de l'information que nous donnons sur notre action au quotidien, il était important que nous sollicitions les directeurs régionaux et d'autres représentations de la population de notre district pour informer nos populations sur ce qui se passe et sur ce à quoi ils peuvent s'attendre par rapport à leurs besoins et à leurs préoccupations. Pour ce premier rendez-vous, les directions régionales de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Békay et du Hambol ont été choisis pour exposer sur leurs domaines d'activité. Les acteurs de ces services ont présenté les missions, attributions, atouts, potentialités, contraintes et les programmes d'activité de leurs structures. Une initiative qu'apprécient les participants. À partir de ces tribunes-là, nous avons la possibilité d'insérer nos jeunes. Nous avons la possibilité d'envoyer les jeunes, n'est-ce pas, à la formation, au renforcement de leurs capacités. Il y a des programmes qui sont faits à leur intention, mais malheureusement, ils ne sont pas informés. Et nous, élus, étant informés, nous pourrions relayer l'information auprès de la population. Il faudrait que l'information ne passe pas seulement sur les réseaux sociaux et les radios, mais il passe par les leaders communautaires au niveau de chaque région, de chaque canton et autres, pour que l'information puisse être de mise. Les jeudis du district se dérouleront de façon alternée à Bouaké et à Katioula 2 fois dans le mois jusqu'à la fin de l'année 2022. Le deuxième numéro des jeudis du district va concerner les directions régionales de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Dans la commune de Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire, le conseil municipal s'est réuni cette semaine dans le cadre de la 3e session 2022. Une rencontre au cours de laquelle l'accent a été mis sur les actions de développement. Une occasion également de faire le point des investissements réalisés au profit des populations. Kader Sogodogo nous en dit plus. Salle de réunion de la mairie de Kong. Le maire Abdraman Atiemoko Berté, son conseil municipal, le corps préfectoral et les forces vives de la commune se parlent. Sur la table, un dossier unique, le développement. Les sillons ont été tracés par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, aujourd'hui, à la tête du conseil régional du Tchologo. Entretenir l'héritage et le bonifier, l'équipe municipale s'y attelle. Nous comptons, je crois, près d'une trentaine de projets. Sur plus d'une trentaine, je crois qu'on a plus de la moitié qui ont été aujourd'hui effectivement réalisés. Que ce soit dans le domaine de la santé, au niveau de la maternelle, au niveau du primaire. Dans les semaines à venir, le nouveau marché de Kong sera livré. Son coût, 400 millions de francs CFA. On compte plusieurs projets qui ont été réalisés et pour lesquels nous avons décidé de faire une inauguration de ces sites-là pour que la population voit l'ampleur du travail qui a été accompli. Avec l'urbanisation galopante que connaît Kong, l'extension du réseau électrique, hydraulique et routier est à noter. Prochaine rencontre, décembre, pour la 4e et dernière session du conseil municipal
au titre de l'année 2022. Souvenez-vous, la finale de la saison 3 de la télé-réalité pour enfants 1 à 12 sur RTI 1 a été remportée par Touri Judith, suivi de Capo Emmanuel et de Taïboï Méline. C'était le 3 septembre dernier au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Alors, un peu plus d'un mois après la compétition, nos équipes ont décidé de faire un zoom sur les lauréates. Comment sont-elles devenues? Comment vivent-elles leur victoire? Et à quoi ressemble leur quotidien avant et après la compétition? Saison 3, émission 1 à 12, nouvelle vie des lauréates. C'est un sujet signé Evelyne Yoboué, Jean-Marc Djadji et Abousso. Judith, âgée de 12 ans, est en classe de 3e. Elle est la première du trio gagnant de la 3e édition de la télé-réalité 1 à 12. Aujourd'hui, grâce à son sacre à cette émission, elle est la nouvelle star du quartier Sans Fil dans la commune de Marcory, son lieu de résidence. Judith veut devenir plus tard une journaliste. Pour elle, la musique n'est qu'une seconde passion. J'ai été la première parce que j'ai bougé sur la scène, je n'ai pas dégamé, j'ai bien articulé les paroles. À l'école, on m'appelle souvent la star, soit qu'on me voit dans la rue. Judith représente pour ses parents et son entourage une fierté. Elle fait la fierté, je suis très contente d'être. Parce que depuis longtemps, c'était son rêve. Quand elle voit ses camarades, quand ils ont commencé 1 à 12, au début, quand elle voyait ses camarades, elle dit, un jour, moi, je vais pouvoir participer à cela. On dit ses connaissances. Il faut prier seulement, un jour, tu vas faire. C'est la fille de ma voisine, mais c'est ma fille aussi. En tout cas, elle est bien, elle est gentille. Koumassi, quartier Progrès 4, c'est ici que vit Emmanuel, la 2e lauréate de 1 à 12. Issue d'une famille de musiciens, elle vit sa passion d'artiste chanteuse. Accepte mon offrande, c'est tout ce que j'ai. Oh Seigneur, c'est tout ce que je peux te donner, s'il te plaît. Emmanuel veut continuer dans cet élan. Pour elle, sa victoire du 3 septembre dernier marque le début de sa carrière musicale. Déjà, j'avais vu la compétition à la télé et puis je me disais que j'étais assise à la maison, je sais chanter, mais pourquoi je ne peux pas montrer mon talent au monde entier? Je veux être artiste, chanteuse. Quand moi et mes parents, nous marchons, nous partons quelque part, ils disent que « voici ma fille, c'est ma fille, elle est 2e de 1 à 12, elle a donné le meilleur d'elle. » Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai vu comment mon père a souffert. Quand il partait me déposer sous le soleil, il s'arrêtait pour m'attendre. Moi, j'avais eu le plaisir, l'envie de lui donner des cours. Puisque moi-même, en fait, je suis un musicien. Quand elle avait l'âge de 3 ans, déjà, elle avait cette envie de chanter. Nous avons également rencontré Méline, la 3e lauréate dans la commune de Bingéville. Elle affirme un changement positif dans son quotidien depuis son passage à l'émission 1 à 12. Il y a des gens qui disent qu'ils m'ont vu à la télévision, que j'ai participé à la télé-réalité 1 à 12. Il y a d'autres qui me demandent aussi les numéros pour le casting de la saison 4. Ça me fait très très plaisir de savoir que je suis parmi les gagnantes. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Sérieusement, moi je ne voyais rien. C'est sa maman qui m'a dit un jour que elle constate que, enfin, elle a l'impression que Méline a quelque chose dans la voix. La télé-réalité 1 à 12 est une initiative de Yes Communication et de la RTI. Cette production, au-delà de son aspect divertissant, est aussi éducative. Nous mettons l'accent sur l'éducation des enfants. En ce qui nous concerne à la RTI, c'est un véritable satisfecit. Nous ne regrettons pas d'avoir associé notre image à ce partenariat avec Yes Communication. Et on s'est dit qu'il faut un encadrement de cette jeunesse qui représente la Côte d'Ivoire de demain. Et cette Côte d'Ivoire de demain, c'est cette jeunesse sur laquelle repose le développement du pays, le développement économique, social et même politique. Ces jeunes ont donc besoin qu'on crée un cadre pour les stimuler davantage. Judith, Emmanuel et Méline, ces 3 pépites de la musique dénichées au fin fond du district d'Abidjan, sont devenus aujourd'hui des modèles grâce à leur abnégation au travail. Ces 3 lauréates bénéficieront d'une production artistique offerte par la fondation Ici on chante.
Voilà donc la nouvelle vie de Tourou Judith, Capo Emmanuel et Taïboï Méline, la belle vie de nos nouvelles petites étoiles. Pendant ce temps, le tableau est tout autre au Bénin. On pleure la mort brutale de 4 patients au Centre national universitaire de Cotonou à la suite d'une coupure d'électricité. L'enquête se poursuit. Le directeur général de l'établissement a été entendu hier par la brigade criminelle. Mardi donc, dans la matinée, le chef service réanimation et l'administrateur des gardes ont été également interrogés. Il n'y a pas eu de nouvelles gardes à vue en dehors des 4 ordonnées. Lundi soir, de nouvelles auditions sont prévues ce mercredi. Les enquêteurs veulent voir s'il y a eu défaillance du côté du corps médical. La séparation est toujours difficile, mais il faut savoir se quitter pour mieux se retrouver. Je reviens donc demain, si vous le voulez bien.